À La Réunion et à la Martinique, comme dans de nombreuses autres zones confrontées à la brutalité coloniale, une forme de théâtre qui s'est qualifiée de populaire a été mobilisée au moment des grandes luttes anticoloniales, décoloniales, post-départementales. C'est au cœur de la décennie 70 qu'elle s'est développée. Mais dans des territoires devenus départements et non pas nations, quelle a été la fonction, quelles ont été les limites d'un théâtre qui avait pour ambition de rendre son empowerment et sa conscience au peuple ? Alors, si la notion de populaire demandera à être réévaluée, ce que je tenterai de faire à la fin de cette intervention, je signale dès à présent qu'elle ne renvoie pas, chez les artistes que j'évoque, à l'idée de culture médiatique ou industrielle. Elle est ici associée au prolétariat, à toutes les formes de subalternité qui constituent ce qui est compris comme peuple, que celui-ci soit réel ou supposé. Je reviendrai également sur ce point. Donc je m'appuierai pour en discuter sur l'entreprise du théâtre amateur et didactique de Marc Krishnappa Naidoo, qui a abouti à la création du théâtre populaire réunionnais en 1981. Et du côté martiniquais, j'évoquerai la pièce collective de l'Institut martiniquais d'études, sous la houlette d'Édouard Glissant, Histoire de nègres, publiée dans la revue Acoma en 1971. Je m'appuierai également sur l'article que Glissant a tiré de cette expérience, Théâtre conscience du peuple, paru en 1972 également dans Acoma, et republié ensuite dans le Discours antillais en 1981. Donc ce théâtre résolument militant et engagé se développe durant une période de féconde interaction entre esthétique et politique. Sur un plan esthétique, il s'inscrit de manière intuitive dans une pratique du théâtre populaire qui s'est développée dans toutes les zones en voie de décolonisation et dans les zones post-coloniales. Alors, il ne relève pas totalement de ce qu'Augusto Boal, alors Camilla, je ne sais pas comment on dit, Boal, voilà, a nommé le théâtre de l'opprimé, ni du théâtre forum, donc ce théâtre où le spectateur assume son rôle d'acteur principal. C'est un théâtre qui oscille plutôt entre théâtre participatif et théâtre brechtien, dans lequel le spectateur délègue ses pouvoirs au personnage pour que celui-ci joue à sa place, mais dans lequel le spectateur est incité à penser pour son propre compte, à vivre une expérience de prise de conscience et non une expérience de catharsis, comme dans le théâtre aristotélicien. Quoi qu'il en soit, la volonté commune de l'Institut martiniquais d'études et de Krishnappa Naidoo, ainsi que de tout le théâtre populaire de ces décennies, est de s'inscrire dans une dynamique de représentation des oppressions en vue d'une émancipation du peuple. Alors sur un plan historique, en effet, ce théâtre prend corps dans un contexte bien particulier dans les DOM, le contexte des années 70. Alors, si une littérature et des expressions farouchement anticoloniales s'étaient bien sûr exprimées dès la première moitié du XXe siècle, et on pense évidemment en particulier à la négritude aux Antilles, les conséquences de la départementalisation de 1946 ne se font guère sentir avant les années 70. L'éditorial du numéro 5 de la revue réunionnaise Barzour se demande encore en 1977, je cite, « Serions-nous les derniers oubliés de la décolonisation politique, économique, linguistique ?» Alors, influencé par la conférence de Bandung de 1955 et par la révolution castriste de 1959, la décennie 70-80 est en effet celle d'un profond activisme décolonial en réaction à la politique autoritaire d'assimilation de la France. Glissant a ainsi été, dans la suite de l'ordonnance Debré, banni des Antilles et assigné à résidence jusqu'en 1965 en France, après avoir signé en 1960 le manifeste des 121, soutenant le droit à l'insoumission en Algérie, et après avoir fondé en 1961 avec Paul Niger le FAGA, Front Antillo-Guyanais pour l'autonomie, aussitôt interdit. L'année où il fonde l'Institut martiniquais d'études, 1967, est l'année de la répression sanglante d'une manifestation des ouvriers du bâtiment en Guadeloupe. Bon, on le sait, la Réunion n'échappe évidemment pas non plus à ces violences sociales, politiques et policières du régime Debré. Par ailleurs, dans les îles à sucre, la décennie 70 a vu l'effondrement de l'industrie sucrière et une paupérisation accrue de la population. Alors, l'un des modes majeurs de résistance de ces années, outre le militantisme syndical et politique, a été la mobilisation de ce que Glissant a nommé un arrière-pays culturel et linguistique, qui s'est manifesté par la langue et des pratiques artistiques créoles, faisant l'enjeu d'une forte lutte entre politisation militante et tentative de les folkloriser. Alors, je vais m'intéresser à deux de ces entreprises culturelles, celle du théâtre populaire réunionnais et de l'IME, née durant cette période intense. Alors, malgré leur profonde divergence idéologique et esthétique, elles s'appuient sur le même ressort et sur une même foi portée dans le populaire et le peuple, celui qui doit être représenté et celui pour qui on doit le représenter.
Les auteurs postulent en effet que c'est en lui donnant à voir une image de lui-même, en symbolisant son rapport au réel, qu'ils vont l'inciter à lutter contre son aliénation. Alors cette démarche si courante à cette époque-là n'est pas exempte d'un certain nombre d'ambiguïtés liées à la conception même du peuple. C'est ce qui en fait les limites, c'est sans doute ce qui en a programmé l'échec au moment même où il s'élaborait. Alors peu de traces ont subsisté de cette période et de ce théâtre. Il ne reste guère que le Maloya du Père Lafosse qu'on trouve sur YouTube, mais quasiment aucun matériau iconographique. Les textes sont dactylographiés. On les voit par exemple ici. Les textes sont dactylographiés sous des formes extrêmement précaires, de petits fascicules. Les images sont quasiment inexistantes. On peut donc dire que de cette entreprise de visibilisation, ironiquement, il ne reste quasiment aucune trace visible. J'évoque donc ici la tentative de constitution simultanée de ce genre théâtral, tout en évoquant les ambiguïtés de la notion même de théâtre populaire, que rappelle Patrice Pavis, et je cite, « Qu'est-ce que le peuple ? Et comme le demandait Brecht, le peuple est-il encore populaire ?» Alors, dans un premier temps, il semble que ces pièces répondent en tout point à une idée préconçue de ce que doivent être les arts et les cultures populaires. Elles satisfont en quelque sorte notre attente, qui est de voir des peuples reprendre en charge leur histoire, se réapproprier leur langue, se réapproprier leurs paroles. Elles satisfont notre envie de concevoir le peuple comme homogène et notre envie de voir un peuple dominé, conduit à la lumière par l'art. Alors c'est surtout ce que l'on voit chez Kishnapa Naidoo. Ça ne marche pas ce truc. Voilà. C'est surtout ce que l'on voit chez Kishnapa Naidoo, qui a d'abord pratiqué un théâtre de patronage de quartier, soit un théâtre d'amateurs, un théâtre scolaire, sous la houlette de prêtres, avant de se consacrer à un théâtre plus contestataire, qu'il a considéré comme un devoir du fait de ses engagements syndicalistes et militants, dans la suite des positionnements ouvriers de son père dans le cadre de la SFIO, mais aussi un devoir en tant que militant chrétien. Il a voulu imposer l'idée d'un christianisme social et humaniste à l'opposé d'un christianisme de collaboration avec les pouvoirs coloniaux et capitalistes, ce que l'on voit dans le dédoublement de toutes les figures de prêtres qu'il met en scène dans ses pièces. Alors, il a écrit de manière très ramassée, donc en 72, L'ouvrier réunionnais, qui ne sera mis en scène qu'en 1982. Ces 4 autres pièces ont été écrites entre 75 et 77. Paradoxalement, le théâtre populaire réunionnais n'a été créé qu'en 1981, c'est-à-dire au moment où l'auteur a cessé d'écrire du théâtre. On pourra donc dire de manière paradoxale que le populaire est officialisé au moment même où il n'est plus produit, en somme, et au moment même où l'auteur, du fait de ses engagements socialistes, entre dans un monde culturel légitimé, puisqu'il entre à la direction des affaires culturelles de la Réunion. On le sait, l'accession à la gauche au pouvoir en 81 dans les DOM s'est accompagnée de pratiques culturelles et associatives massives qui ont finalement contribué à canaliser, à neutraliser des formes populaires émancipatrices. Alors, l'auteur est passé d'une première forme théâtrale, l'ivrogne, qui relève d'un théâtre scolaire et d'un théâtre d'action sanitaire et sociale, donc, qui a été écrit en 1975 en français, dans le but de conduire ses élèves du Collège technique de Saint-Louis à pratiquer le français. Il a ensuite publié 2 pièces en version bilingue, qui sont L'ouvrier réunionnais et La demande en mariage, alors que le Père Lafosse et l'esclave vont faire alterner les 2 langues. Ces pièces s'organisent en sujets sociaux et en sujets historiques, donc avec le Père Lafosse et l'esclave. L'ambition affichée est de produire, comme le montrent les sous-titres des éditions des Chemins de la Liberté, des pièces dites réunionnaises. Est ainsi établi un lien d'équivalence entre ce qui est réunionnais et ce qui est populaire. Les pièces visent à combler des hiatus, à pallier des absences de représentation et de connaissances. Kishnapa Naidoo précise ainsi sa conception du théâtre à propos de l'esclave. « Si je me suis intéressée à l'esclavage, c'est parce que j'ai moi-même éprouvé le besoin de connaître l'histoire de mon île. Il y a bien des livres qui en parlent, mais ils sont réservés à une élite. Seul le théâtre permet de faire voir à un public très large. » On le voit ici clairement exprimé, la conception du populaire repose de manière conventionnelle sur un clivage élite, peuple large, oralité, écriture. Le théâtre doit être un miroir et impose ici l'image de ce qu'on a donné glissant, je cite, « qu'on ait amputé le Martiniquais de sa représentation n'en impose que plus ardemment l'ouverture d'un théâtre par où il se porterait à la rencontre de lui-même ». Dès lors, les pièces se structurent en actes et en scènes et sont explicitement à thèse,
inscrites dans un réalisme, voire un naturalisme social. Elles visent à accompagner dans leur démarche d'agentivité le prolétariat, des femmes soumises au patriarcat, des petites gens qui ont peur de s'opposer au pouvoir. Alors on ne peut qu'être frappé par la conjonction de cette entreprise de conscientisation réunionnaise et la naissance de l'Institut martiniquais d'études, donc fondé en 1967. L'IME est un établissement d'enseignement privé que Glissant a fondé dans le but d'une éducation créole désaliénée et désaliénante pour résister contre un enseignement français tout entier tourné vers l'assimilation. Cette conception de l'éducation et de l'action culturelle selon Glissant est globale. Elle s'accompagne d'une mise en pratique des textes et d'un théâtre politique activiste. Elle est également associée à la fondation d'une revue, ACOMA, dont l'ambition est de théoriser autour des pratiques populaires théâtrales. Elle est également inscrite, donc la revue ACOMA, connaîtra 5 numéros de 1971 à 1973. Elle s'inscrit dans le cadre des luttes et des révolutions contemporaines, essentiellement de l'espace américain et africain. Le numéro 1 s'ouvre d'ailleurs par un texte de James Forman des Black Panthers. Il s'inscrit dans une visée qui est également ouvertement celle de la Fédération d'États caribéens libres, qui était l'ambition de Glissant à cette époque. Alors, Histoire de nègres, donc publié en 1971, est un montage collectif de textes que chaque contributeur, tous enseignants créoles de l'Institut martiniquais d'études, a été invité à collecter dans l'histoire noire ou algérienne ou de manière générale dans l'histoire indépendantiste. Césaire, Senghor, Roumain, Katabiassine, Rodé de Pestre et ainsi de suite. Donc Glissant les a réorganisés pour les faire tenir ensemble et éviter un effet d'anthologie et de florilège. Ces textes refondus servent à commenter l'histoire antillaise autour de 3 temps forts de l'histoire noire, de l'histoire nègre, au sens césarien du terme. L'esclavage, les luttes de libération, le néocolonialisme, mettant en œuvre la disjonction temporelle que Glissant a nommée vision prophétique du passé, c'est-à-dire une représentation d'une réalité entre su et insu, je le cite, qui va à la recherche des traces dans la mémoire populaire et dans les paysages. Alors ce mode exploratoire vise à inciter au combat en toute lucidité. Il invite à la prise en charge d'un destin commun selon une vision très classique, très courante alors, du théâtre populaire et du théâtre d'action. Il s'agit, on le voit ici dans ce texte, de citer devant le public martiniquais des auteurs que ce dernier n'a pas les moyens de fréquenter et de chanter pour lui des héros qu'on offusque à ses yeux sous le voile de l'information dirigée. Donc l'objectif est le même si l'idéologie qui sous-tend ces 2 théâtres est radicalement différente et si les implications de cette idéologie a des incidences fortes sur les pièces. Alors on peut mettre en regard 2 épisodes de grève. L'un qui apparaît dans Histoire de nègres, on le voit ici, il s'agit chez Glissant de s'inscrire dans une lutte panafricaniste, panaméricaine, dans une convergence des luttes anticoloniales et des luttes antipolicières. On constate ici la rapidité des répliques, des protagonistes non nommés, qui s'appellent tous manifestant 1, manifestant 2, colon 1, colon 2. Donc il s'agit de ne pas identifier les protagonistes, mais de voir que ces protagonistes occupent des positions stratégiques dans les luttes antipolicières. C'est un théâtre qui est accompagné de musique, donc de free jazz, qui est accompagné de pancartes. On les voit ici, qui sont en espagnol, en anglais. C'est un théâtre qui est également accompagné de projections d'images, en l'occurrence ici le portrait d'Angela Davis. Rien de tel chez Kishnapa Naidoo, théâtre beaucoup plus simple, plus humble, qui revendique d'abord une réforme réunionnaise par l'action sociale dans le cadre des lois. On le voit ici, alors on le voit très mal, c'est le principe de tout ce théâtre qu'on ne voit quasiment pas. On le voit ici, il s'agit d'une revendication de la grève. Je cite, s'il nous faut travailler des heures supplémentaires, qu'il nous les paye comme le veut la loi. Donc il y a bien l'ambition ici d'un respect de la loi et d'un respect d'une législation du travail dans un cadre strictement local. On peut dire que cet enfermement donc dans une situation locale a empêché en quelque sorte la mise en place d'une internationale anticapitaliste et révolutionnaire dans le cas réunionnais.
Alors, ce théâtre populaire s'inscrit dans la même mise en forme. S'il n'a pas la même idéologie, il s'inscrit dans la même mise en forme, celle d'un théâtre amateur, celle d'un théâtre de l'urgence, qui est fait donc avec les moyens du bord, de manière artisanale. Alors, un théâtre également qui épouse des formes hybrides, qui fait jouer de la musique, diffuse des images, dans lequel le spectateur est invité à participer très fortement chez Glissant, beaucoup moins fortement chez Krishnappa Naidoo. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point. Quoi qu'il en soit, ce théâtre interroge deux choses. La notion de peuple et la notion qui le remplace dans les textes progressifs de Glissant, qui est la question de communauté. En effet, on le voit dans Théâtre Conscience du peuple, progressivement, Glissant va substituer à la notion de peuple la notion de collectivité, la notion de communauté. On comprend en effet que le peuple qui est postulé ici est extrêmement homogène et il répond à deux paradigmes qui sont la couleur et la classe. Le peuple est créole, le peuple est noir, le peuple est populaire, avec évidemment la tautologie qui est volontaire. Mais cette idéologie ne va pas bien sûr sans ambiguïté, ne va pas bien sûr sans stéréotype, qui reforme une autre dimension de l'aliénation. Alors, les stéréotypes sont particulièrement fréquents chez Krishnappa Naidoo et sont dus également à la dimension chrétienne de ce théâtre. Cette dimension chrétienne bloque, en quelque sorte, la portée émancipatrice qui est proposée par Krishnappa Naidoo. Cette dimension chrétienne impose l'idée de guides providentiels, qui sont tous des prêtres, et des prêtres métropolitains. Il y a une pensée eschatologique également chez Krishnappa Naidoo, qui est que cette révolution, cette émancipation se passera plus tard, dans un espoir qui n'arrivera que dans le futur. Mais Glissant n'est pas exempt également de cette je dirais, réduction du peuple, réduction d'un peuple strictement noir, réduction d'un peuple strictement combattant dans un idéal collectif, donc anticolonial et révolutionnaire. Or, quelle est la question qui se pose, bien sûr? C'est que cette notion d'un peuple homogène, un peuple qui demande plus qu'il n'arrache chez Krishnappa Naidoo, un peuple qui se plie aux idéaux révolutionnaires panafricanistes, panaméricains chez Glissant, c'est bien sûr que ce peuple ne répond en aucun cas à la réalité créole. Il ne répond en aucun cas aux questionnements qui sont ceux du département d'Outre-mer dans les années 70. Le département d'Outre-mer dans les années 70, et de manière générale, le peuple ultramarin est un peuple qui a subi des histoires de déterritorialisation successives, massives, complexes, et qui ne peut se reconnaître dans ce double paradigme, donc de l'oppression strictement noire, de l'oppression strictement subalterne. Un peuple, c'est un objet de la représentation, mais c'est un sujet de la représentation, qui produit un ensemble de sens différenciés, de sens complexifiés. Or, ce qui lui est proposé par ce théâtre, c'est de vouloir se reconnaître systématiquement dans le petit créole en butte au gros blanc. Cette reconnaissance ne rend pas compte des clivages qui sont internes et des résistances qui sont internes au peuple même de couleur. La demande en mariage est censée représenter des malbars, mais il n'y a rien de malbar dans cette pièce. Elle ne rend pas compte de la construction du malbar, peut-être au regard de ce qui est le reste de la population réunionnaise. Et bien sûr, ce théâtre ne rend pas compte de cette extraordinaire difficulté de se construire, qui est celle du Dôme, entre volonté décoloniale, francité plus ou moins assumée et à redéfinir, pluriculturalisme toujours problématique. Donc je conclurai en disant que dans le recul temporel et analytique qui est le nôtre, il est aisé de renvoyer ce théâtre à des actions simplificatrices. Le théâtre de Krishnappa Naidoo est un théâtre didactique, moral, dans lequel la seule solution est le mariage, la religion et l'émancipation syndicale, en dialogue avec le patron, jamais en volonté de renverser le patron. Chez Glissant, le choix qui est fait est celui de la langue française et non pas du créole, Glissant considérant que dans les années 70, le créole risque encore d'être instrumentalisé et folklorisant. Mais on l'a vu, il y a une sorte de condescendance très pédagogue, très enseignante, dans sa façon de concevoir le peuple comme à guider. Néanmoins, malgré ces réductionnismes, c'est un théâtre qui a eu une inscription forte, qui a construit l'idée même que chaque voix compte, que chaque vie compte. Il ne reste rien de ce théâtre
hormis des articles de presse. On le voit dans les paratextes des textes de Krishnapa Naidoo. Il ne reste chez Krishnapa Naidoo que la volonté de rendre compte de ses vies précaires, ce qu'il fera en construisant ensuite toute sa carrière autour de récits de vie qu'il a collectés et transcrits. Il ne reste de ces théâtres qu'une reprise en 2008 de l'Esclave à La Réunion, sous des formes, là encore, d'un théâtre populaire amateur. Et la conclusion de la conclusion, c'est le paradoxe que propose la reprise en 2022 d'Histoire de Nègre par la compagnie guadeloupéenne Sillage, qui en fait vient troubler définitivement la mission de ce théâtre populaire, voire en quelque sorte la nier. En 2015, Histoire de Nègre est traduit en anglais et joué dans les universités américaines. En 2022, il est joué en Guadeloupe avec cette phrase du metteur en scène, je cite, « Voici la première production professionnelle d'Histoire de Nègre d'Édouard Glissant ». En une seule phrase, il enlève l'histoire collective de l'Institut martiniquais d'études. En une seule phrase, donc, il donne à Édouard Glissant la paternité d'une pièce qui n'était pas à lui, et il fait du populaire et de la vocation populaire, de la vocation politique du populaire, une dimension strictement donc savante. Je vous remercie.